Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Radio Rivage pour mon émission Au fil du lien. Cette semaine, je poursuis mes interviews sur le harcèlement. Le harcèlement moral, au travail, scolaire. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Karine, mère de famille, qui est maman d'un grand garçon maintenant de 18 ans, Hugo, qui a connu le harcèlement scolaire, et elle va nous raconter à la fois son parcours de mère concernée par le harcèlement et celui de son fils bien sûr, tout ce qu'elle a mis en place pour accompagner son fils et comment détecter les signes avant-coureurs du harcèlement. Je sais que cette interview est très attendue par les auditeurs et les auditrices. Elle a pour objectif de mieux comprendre le harcèlement afin de mieux le prévenir et aussi de gérer la crise pour éviter les tragiques histoires dont on a entendu parler récemment à la radio, à la télévision et dans la presse écrite. Bonjour Karine. Bonjour Daniel et puis bonjour aux éditeurs auditrices. Merci d'avoir accepté mon invitation pour mon émission Au fil du lien dédiée au harcèlement aujourd'hui scolaire. Alors Karine, vous êtes mère de famille, vous avez un fils Hugo qui a 18 ans maintenant, qui poursuit de brillantes études en classe préparatoire à Orléans pour devenir ingénieur, c'est bien ça ? C'est tout à fait ça, ouais. Il est effectivement à Orléans, en prépa, donc voilà, ça se passe très bien. Donc ça, c'est vraiment une très belle réussite. Alors, Karine, pouvez-vous expliquer à nos auditeurs comment le harcèlement s'est manifesté pour votre fils et combien de temps il a duré ? Comment dirais-je ? Donc, le harcèlement a commencé effectivement quand il est rentré au collège, donc ça a duré 2 ans. Donc mon fils, c'était un très bon élève. Il était pour le milieu scolaire une personne dit atypique, dans le sens où effectivement il était dans sa bulle. Je pense que ça ne devait pas convenir à certains enfants. Donc et puis il était un peu aussi en surpoids. Donc forcément, ça ne plaisait pas, mais au-delà de ça, lui, ça ne le dérangeait pas, donc ça se perd. Et puis un jour, donc ça s'est produit en 5e, il rentrait en fait Hugo tous les midis manger à la maison. Ce jour-là, comment dirais-je, j'étais aussi présente, donc je l'attendais avec son père, mais c'est pas une personne, comment dirais-je, qui tarde à rentrer. Généralement, si je fais un détour, il me prévient toujours. Et là, je ne sais pas, j'avais comme un ressenti. Donc, je dis à son père, écoute, c'est bizarre, va essayer de voir si tu trouves Hugo, comment dirais-je, au niveau du chemin. Sauf qu'il ne l'a pas trouvé. Donc, très inquiète, j'appelle l'établissement pour savoir si mon fils a bien quitté l'établissement scolaire. On me confirme que oui. Et donc, d'être patiente. Donc, j'attends. Hugo arrive et quand effectivement j'ouvre la porte de la maison pour l'inviter à rentrer, je trouve mon fils en fait comme en transe. Son regard était noir et il avait la poitrine gonflée. Comment dirais-je donc forcément j'ai essayé d'apaiser sa colère mais j'y arrivais pas. Donc je l'ai pris dans mes bras. Je me suis mise à pleurer. Lui aussi s'est mis à pleurer. Et c'est à ce moment-là où effectivement, c'est redescendu, la tension est redescendue et il s'est ouvert à moi. Donc il m'a expliqué qu'il rentrait effectivement et qu'il y a 3 élèves qui sont venus à sa hauteur et qui lui ont baissé son pantalon dans l'intention et l'espoir de lui enfoncer une pierre dans les fesses. Mmh. Donc j'étais complètement abattue, décontenancée. Son père faisait des bonds de 8 mètres. En plus du coup, son père travaille aussi pour le corps de police, il est ASVP. Donc du coup, on a appelé l'établissement scolaire, demandé à voir le directeur de l'établissement. Donc effectivement, j'ai échangé avec lui, lui ai donné cette information, qui m'a dit mais écoutez madame, je suis désolée, mais comme ça ne s'est pas passé dans l'enceinte de l'établissement, je ne peux rien faire. Je ne peux que vous inviter à porter plainte. Si Hugo est en capacité de donner le nom de ses agresseurs, effectivement, il faut porter plainte. Et pour lui, ça s'arrêtait là.
Donc, chose qu'on a faite, nous avons porté plainte. Hugo connaissait les identités de ces 3 agresseurs. Et donc, le policier me dit à Hugo, mais Hugo, excuse-moi, vu ton gabarit et vu ta grandeur, tu devrais répondre. Franchement, si tu es en position d'agression, tu as le droit effectivement de répondre. Bon, d'accord. Suite à ça, comment dirais-je, j'avais quand même appelé la CPE, qui elle, pour le coup, s'est mobilisée et a entendu en fait notre appel, notre désarroi. Du coup, a convoqué, en tout cas, s'est mis en relation avec les maires de famille. Et parmi les 3 maires, il n'y a qu'une seule qui s'est rapprochée de moi et qui nous a appelé par téléphone. Nous avons échangé. J'étais très en colère parce que j'avais effectivement toute cette colère, cette peine et cette incompréhension. Comment un enfant peut venir baisser le pantalon d'une autre personne, que ce soit un enfant ou un adulte. Je trouve que cet acte est immonde. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. Donc voilà. Et donc du coup, elle-même, allait être vigilante pour la suite. Et donc du coup, dans ma recherche de solution, j'étais un peu décontenancée, dans le sens où effectivement, je trouvais que le corps enseignant et même l'enseignement lui-même ne faisait rien. Donc, j'avais la chance à l'époque, au sein de ma commune, d'avoir effectivement une équipe de médiateurs qui faisait effectivement des maraudes au sein de la ville et aux abords des écoles. Donc, j'avais demandé à mes collègues médiateurs s'ils pouvaient, en fonction de l'emploi du temps d'Hugo, de faire un peu de maraude par là. Donc ça, déjà, ça pouvait m'apaiser. Et moi, on va dire la première semaine suite à l'agression d'Hugo, alors bien sûr, il voulait pas que je l'accompagne, mais j'allais à mon insu, je reproduisais son chemin en fait. Donc je me cachais, voilà. Quand je le voyais rentrer, j'étais contente. Et puis je voulais aussi pas que ce soit un traumatisme pour lui. Donc du coup, j'ai pris attache moi-même. Auprès d'un pédopsychiatre. Donc j'avais besoin effectivement que s'il y avait un traumatisme et si Hugo n'arrivait pas effectivement à le transmettre à moi, ou en tout cas m'informer qu'il y avait un trouble ou une peur ou quelque chose comme ça, je voulais que un spécialiste effectivement puisse lui donner les codes et effectivement moi effectivement aussi m'aider. Donc du coup, effectivement, j'ai pris attache avec un pédopsychiatre. Il a dû faire au moins 4-5 séances. Et lui m'a dit, écoutez, madame, non, il va bien, il n'y a pas de traumatisme. Sachez qu'il sait faire la part des choses. Donc voilà quoi. Donc Hugo, du coup, s'est positionné dans le sens où il ne voulait plus être victime et que si jamais il allait être confronté à des auteurs, là, effectivement, il allait répondre. D'accord. Alors, si on vous comprend bien, Karine, vous avez en fait actionné plusieurs leviers, c'est-à-dire que vous avez déjà prévenu l'école, les personnes ressources également de la ville, notamment les médiateurs. Puis ensuite, vous êtes adressé à un professionnel de la santé mentale, un pédopsychiatre, pour justement être dans une sorte de rapidité de prise en charge. Tout à fait. Et en fait, cette prise en charge, j'aurais plutôt voulu qu'elle s'applique plutôt au corps enseignant. J'aurais voulu que, effectivement, suite à ça, que effectivement le corps enseignant puisse se mobiliser. C'est-à-dire que les 3 familles étaient identifiées, on s'arrête là. C'est-à-dire que il n'y a pas plus, dans le sens où effectivement, je pense qu'à un moment donné, il faut plus saisir. C'est pas normal qu'un enfant effectivement soit victime de ce genre d'acte. C'est pas normal que ça soit répétitif dans le temps. Bon, moi, ça s'est arrêté à cette unique agression. Mais avec tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, il s'avère que le harcèlement scolaire, ça fait des années qu'on en parle, mais ça fait des années que l'on ne fait rien. Et que là, cette année, on a vu et tous entendu qu'il y a eu malheureusement des enfants qui sont passés à l'acte, qui se sont donné la mort. Donc, et je suis complètement en désaccord dans le sens où on dit que c'est à la victime de partir. C'est pas normal que ce soit une victime qui subit et que ce soit elle
de partir. Alors de votre point de vue, Karine, vous ciblez le fait qu'il n'y a pas assez d'écoute, d'intervention du corps enseignant, et que finalement les parents qui sont concernés se retrouvent effectivement assez seuls. Tout à fait, c'est toujours ça. On se retrouve seul face au désarroi de notre enfant, et en plus double écho. C'est-à-dire que si on laisse notre enfant dans un établissement, c'est qu'on leur fait confiance. Normalement, ils sont garants de la sécurité de notre enfant. Et qu'au final, cette garantie, on l'a pas. On l'a pas. Je pense que pour un parent, même après laisser son enfant dans l'établissement et aller travailler, on n'est pas serein. On n'est pas serein. Il n'y a pas de... Voilà. Moi, je sais que j'avais la grande chance de travailler dans la ville où Hugo était scolarisé. J'étais pas très loin, donc effectivement, et j'avais aussi cette chance d'avoir des collègues médiateurs ou aussi la police municipale avec qui j'avais des liens. Oui. Donc j'avais effectivement cette chance d'avoir toutes ces accroches, on va dire. Oui, et en fait des accroches et puis des relais. Exactement, voilà. Mais malheureusement, il y a des parents qui n'ont pas ce genre d'accroche. Donc forcément, c'est compliqué. Alors, après ce fait, Karine, traumatisant pour votre fils et vous, enfin toute la famille, que s'est-il passé après cette agression? Donc vous avez porté plainte. Pouvez-vous expliquer à nos auditeurs la suite de la situation concernant Hugo? Alors, effectivement, dans ces familles, nous, on a porté plainte. Pour la suite, ils ont été convoqués, les familles plus les élèves, devant la CPE, qui elle effectivement s'était plus mobilisée que le proviseur. Donc voilà, il y a eu effectivement une petite sanction pour moi. Bon, voilà, un rappel. Qu'est-ce que c'était le harcèlement, la définition du harcèlement, plus un écrit. Donc voilà, décrivez le harcèlement, donner des mises en situation. Voilà, c'était ça effectivement leur sanction. Ça s'est arrêté là, en tout cas au niveau du corps enseignant. Pour nous, en fait, du coup, ça s'est arrêté là aussi, dans le sens où moi, j'avais mis en place ce que je disais précédemment, le fait qu'il y avait une vigilance de mes collègues, ça me rassurait. Et aussi, du fait que moi, j'ai vraiment eu la chance des petits d'avoir une relation très fusionnelle avec mon fils. Et c'est vrai que que ce soit le type de sa journée, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il l'a toujours retranscrit. D'accord. Donc là, vous parlez en fait d'un point très important, la qualité de la relation avec son enfant et la communication entre l'enfant et ses parents pour pouvoir en fait s'ouvrir à eux en cas de difficulté. Ouais, tout à fait. J'ai vraiment droit à cette chance-là. Des petits, effectivement, j'instaurais effectivement le fait de raconter sa journée et de transmettre ses émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Pour moi, c'est important que mon enfant puisse évoluer dans ce sens-là. Voilà, aujourd'hui, je suis pas content. Pourquoi voilà, aujourd'hui, j'étais contente. Tiens, à ce moment-là, j'étais peinée. Enfin, voilà, après, je suis pas là pour effectivement donner une espèce de doctrine, mais pour moi, effectivement, je trouve que c'est important effectivement que son enfant puisse se confier à son parent et lui expliquer un peu quel type de journée qu'il a donné. Et puis ça me permet aussi de l'accompagner sur son ressenti à ses émotions. C'est-à-dire que voilà, si effectivement à ce moment-là, pour tierce raison, il a été triste, je voudrais comprendre et je voudrais effectivement analyser les choses et voir avec lui comment effectivement il aurait pu gérer différemment cette émotion. D'accord. Ou voilà, si cette émotion était bonne à ce moment-là pour lui, tant mieux, au contraire. Donc voilà. Donc l'échange, la communication avec votre fils. Et alors j'ai une question à vous poser. Est-ce que Hugo avait un portable? Parce qu'on sait que les enfants sont harcelés sur les réseaux sociaux, qui sont piégés jusque chez eux. Qu'en est-il pour votre fils? Qu'en était-il? Alors mon fils avait un portable. Alors c'est vrai que les enfants sont très réseaux sociaux, mais le mien non. Donc oui, il regardait certainement Facebook, machin, mais il n'avait pas de Facebook à son nom, il n'avait pas d'Instagram à son nom. D'accord. Voilà. Donc effectivement, il ne pouvait pas être ciblé sur les réseaux. D'accord. Donc voilà, il avait un portable, donc oui, il communiquait avec moi ou le corps de la famille,
Mais effectivement, au niveau des réseaux, il ne pouvait pas être identifié puisque il ne s'est jamais identifié lui-même. Alors, est-ce que vous pensez, Karine, que le fait qu'il n'ait pas eu de compte Facebook personnel, ça l'a protégé? Euh, bah, quelque part, je dirais oui, Oui. mais voilà, c'est pas quelqu'un qui poste et tout, voilà quoi. Donc, pour le coup, je pense que ça l'a préservé aussi quelque part. Oui. Ouais, je Ainsi pense. que vous dans la Ouais, famille, parce qu'on sait ouais. aussi que ces enfants ont finalement une double journée de harcèlement, le harcèlement à l'école, et Oui, qu'ensuite ce qui fait la vulnérabilité, l'aggravation des situations, si on écoute un peu ce qui se passe en France et les différentes affaires tragiques qui nous ont été relatées, c'est que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, car le harcèlement est jusque voilà sur le portable le soir, la nuit, et que les enfants et les adolescents communiquant beaucoup sur leur page Facebook, sur Instagram notamment, et beaucoup d'autres choses, finalement, continuent de subir un lien, mais un lien qu'ils ne souhaitent plus, ce qui n'est pas le cas d'Hugo. non, c'est pas son cas, ouais. Voilà, Après, donc oui. ce que je voulais préciser, c'est que quand on regarde le harcèlement dans sa globalité, on s'aperçoit aussi que les élèves harceleurs s'attaquent souvent à un détail physique ou à Oui. une particularité d'un enfant. Parce que Mhm. effectivement, comme on n'est pas dans un moule, voilà, ça, il rentre pas dans les codes, forcément ça déplaît. Voilà. Donc parce que effectivement le mien était atypique de par sa personnalité, de par aussi son physique, forcément ça ne plaît pas. Donc D'accord. je pense que c'est important des petits, en tout cas d'apprendre à l'enfant la différence. C'est important de se dire que dans notre société future, on côtoie tel type de personnes, des personnes différentes et variées. Au contraire, ça apporte la diversité et l'enrichissement. Mhm. Voilà, que ce soit une différence physique, comment dirais-je, suite à un handicap, une différence physique parce que voilà, je suis trop grand, voilà, ou je suis un peu fort, ou voilà, j'ai un bégaiement. Il faut savoir effectivement accepter la différence et la tolérer. Enfin, je veux dire, voilà quoi. Un Alors, accident peut arriver à tout moment. tout à fait. Alors là, vous abordez un point très important qui est finalement la bienveillance, la tolérance Hum, donc inculquée aux enfants. Mais qu'en est-il à l'école, notamment du côté des enseignants? Est-ce que vous, de votre point de vue, quand Hugo était scolarisé, est-ce que vous trouvez que les enseignants, enfin toute l'équipe pédagogique, était suffisamment armée ou formée pour faire ce relais, encore une fois, concernant voilà, la transmission des valeurs? Non, moi je pense pas. Hein. Je pense vraiment pas. Moi, en tout cas, dans notre cas de figure à nous, concernant Hugo, la seule personne et unique personne qui s'est saisie, et c'est bien la CPE. C'était la CPE de son établissement qui avait bien pris en compte mon désarroi. Mais sinon, au niveau enseignement, il y a son professeur principal. Je ne sais pas s'il a été informé à l'époque, mais en tout cas, je n'ai pas eu de contact avec lui, ni dans le carnet de liaison. Comment dirais-je, voilà. Le seul référent avec qui j'avais des contacts réguliers, c'était vraiment la CPE. Le corps enseignant lui-même ne s'est jamais manifesté. Et en plus de plus, moi, je sais que j'ai toujours accompagné mon fils dans sa scolarité scolaire. J'étais parent d'élève. J'étais parent d'élève de l'élémentaire jusqu'au collège. Donc, j'allais effectivement au conseil des classes, etc., etc. Mais jamais au-delà du conseil de classe, les professeurs, en tout cas qui côtoyaient dans son quotidien, m'ont dit Karine, voilà, j'ai appris que voilà, non, j'étais dans un mutisme, voilà, en tout cas jamais en tout cas. Par contre, la CPE, oui. D'accord. Alors c'est en fait Mm. apparemment assez tabou, ce qui paraît comme Ouais. étonnant avec de surcroît tous les messages de prévention que nous entendons déjà quand même depuis quelques années. Et Mm. alors là, on parle des enseignants, mais du côté des parents d'élèves, alors pas seulement des parents d'enfants harceleurs ou d'enfants harcelés, je veux dire les parents en général. Est-ce que vous arriviez à en parler? Est-ce qu'il y avait des Ah, échanges à la sortie de l'école? oui, tout à fait. Ça, les parents, ils sont quel que soit le parent, effectivement, est très à cheval ou en tout cas dans cette bienveillance. Hmm. C'est-à-dire qu'il y en a qui se reflètent à vous dans le sens en disant mais j'ai appris parce que forcément ça fait toujours écho. C'est un peu le téléphone arabe et dans le sens où
effectivement, il y en a qui vous disent ah bah bonjour, j'ai appris pour votre enfant. Mhm. Moi-même, si je vois que effectivement il se passe quelque chose, je ferai signe. Donc oui, les parents en tout cas sont pour la plupart un peu dans cette bienveillance, j'ai trouvé. En Alors, tout cas, en ce qui me concerne. on peut dire que les parents sont en attente d'écoute et aussi de Oui. verbalisation des difficultés. Alors, si on revient au début de notre interview, notamment pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent en termes, voyez, de conseils et de solutions, est-ce que vous pensez que peut-être la première chose importante concernant la prévention du harcèlement, c'est bien sûr l'écoute, mais peut-être de créer des espaces d'écoute et d'échange avec les parents? Ah oui, ça serait très intéressant de mettre en place ce genre de choses, ou comme une équipe dite pédagogique parentale qui pourrait effectivement faire des campagnes de prévention au sein des établissements et effectivement apporter des solutions dans ces cas de figure. C'est important que y ait comme une régie en fait Mhm. qui interpelle, qui accompagne parce que même si on est adulte, on est parent, d'accord, mais c'est pas pour autant que ce soit traumatisant aussi pour nous. Donc il faut effectivement un accompagnement, un lieu d'écoute, mais voilà, ou peut-être un avocat de permanence, voilà, quand il y a des situations comme ça, qui vous accompagne si vous voulez aller dans les démarches dites judiciaires, voilà. Alors, là, on parle effectivement de l'accompagnement que peuvent faire les parents. Si on en revient en amont, à la source, à l'identification des points de vulnérabilité que les parents peuvent percevoir chez leur enfant dans un cas de début de harcèlement, les outils que les parents instinctivement développent sont quand même puissants. Oui, et les outils qu'on peut voir, c'est voir si effectivement son enfant a des changements de comportement. Je sais pas si vous mangez certainement tous les soirs ensemble et que vous voyez qu'il finit pas son assiette, c'est pas dans ses habitudes, ou où il est plus énervé. Enfin voilà, faut vraiment être dans cette vigilance là, je pense concrètement, voir aussi si il se renferme pas sur lui-même, qu'il se s'isole pas du corps familial. Je sais pas, voir un peu au niveau de ses habitudes quotidiennes, comment effectivement il se comporte. Ça, D'accord. c'est aussi important d'être Alors, dans cette vigilance-là. bien sûr. Alors, vous nous dites effectivement que vous étiez très présente, que vous habitiez dans une ville où vous n'étiez pas très loin de l'école, que de surcroît Mmh. vous aviez des liens, voilà, avec l'équipe des médiateurs notamment. Et que pensez-vous des parents qui sont eux-mêmes dans une situation très tendue au travail et qui peuvent eux aussi être harcelés au travail, c'est-à-dire avoir de la pression, avoir peur de Mmh. perdre leur emploi. Qu'en pensez-vous, Karine? Est-ce que vous pensez que parfois l'enfant peut, si vous voulez, être une éponge? Ça, on sait que les enfants sont des éponges, mais finalement capter les difficultés, des difficultés, pardon, d'un des deux parents et d'une certaine manière endosser cette part subie par le parent et être fragilisé à l'école. Ouais, ça peut être un effet miroir. Mhm, tout à fait. Effectivement, ouais, un effet miroir. Après, c'est tellement compliqué de déceler le harcèlement, Oui, parce certainement. que le harcèlement, ça peut être aussi très vicieux en soi au travail, et je pense que c'est plus complexe, Mm. dans le sens où effectivement les gens sont plus rusés, donc en tout cas quand on sent qu'il y a une forme d'harcèlement au travail, moi je dirais que c'est pareil, il faut effectivement le signaler à son supérieur hiérarchique. Il faut pas laisser les choses dans l'impunité en fait. Voilà, il faut creuser la tête. Creuser la tête. On a effectivement des leviers au travail. Il faut pas rester effectivement dans cette souffrance. Il faut effectivement creuser la tête. Si effectivement notre supérieur hiérarchique ne fait pas les choses, saisir soit sa DRH, ou sinon après voir effectivement un conseiller juridique, un juriste spécialisé en droit du travail sur ces questions-là. Moi, c'est vrai que j'ai vraiment la chance d'habiter une commune et du coup, je travaille dans un point d'accès au droit que Daniel connaît. Oui, oui, que je connais, oui, effectivement. Voilà. Donc du coup,
pour moi, ces Oui. mécanismes-là, je les ai un peu Mhm. plus facilement. Donc, Oui. du coup, je dirais aux auditeurs que si effectivement vous êtes harcelé au travail, sachez que dans les communes où vous habitez ou les communes avoisinantes, vous avez des maisons de justice et du droit. Ce sont des Mhm. permanences juridiques gratuites. Mhm. La seule contrainte, c'est le rendez-vous. Et vous pouvez prendre rendez-vous avec des juristes spécialisés en droit du travail, aide aux victimes ou autres. Donc voilà, qui pourront effectivement déceler effectivement ce genre de forme et vous accompagner dans les démarches dites juridiques. Voilà. Donc faire valoir ses droits, Ouais, tout à fait. retrouver la confiance en soi, clarifier pardon la situation, Oui, et puis ne pas hésiter à en parler à ses enfants, parce que le tout à fait. parent harcelé au travail est aussi fragilisé et des fois a aussi des difficultés, les mêmes parfois que les enfants, à parler du Mm. harcèlement en famille. Tout à fait, tout à fait. Et Mhm. je pense aussi pour en termes d'harcèlement, au-delà de l'harcèlement, pour effectivement avancer sur soi-même, ça serait bien aussi, comment dirais-je, de mettre des outils en pratique, c'est-à-dire soit effectivement faire pour les femmes des sports de combat ainsi que pour les enfants, on est d'accord, parce que effectivement les sports de combat apportent beaucoup de choses, Mhm. c'est-à-dire effectivement la confiance en soi, euh, comment dirais-je, savoir se défendre, anticiper les choses. Vous savez, Mhm. il y a des mécanismes dans les sports de combat ou l'autodéfense. Les outils d'autodéfense, ça fait aussi partie pour une femme qui elle subit du harcèlement sexuel, être dans l'autodéfense, ça lui apporte des outils. Mhm. D'accord. Donc je pense que c'est très Oui, important oui, aussi. donc Mm, des outils supplémentaires pour permettre aussi mm, la gestion de ses émotions et la exactement, maîtrise aussi de la situation, hein, exactement. dans un rapport de force qui est Mm, toujours le harcèlement, un rapport de force. Alors, parlons tout à fait. du présent. Donc, vous nous avez parlé, Karine, voilà, hein, voilà, du harcèlement de Hugo. Donc, aujourd'hui, il est en classe préparatoire. Tout à fait, ouais. Hugo, bah, du coup, après les 2 ans, il n'a plus été confronté au harcèlement, donc forcément, bah, il grandissait, il savait se positionner. Et puis après, voilà, il a eu des amis, donc voilà, il s'est aussi affiné au niveau de son poids, donc voilà. Donc je pense que et puis même, il a dû faire un travail aussi personnel, puisque voilà, il était dans l'autodérision, etc., etc. Et puis maintenant, à ce jour, bah, il a réussi son bac avec mention. Eh bien, Il a fait félicitations. voilà ses recherches. Et puis il est en prépa, donc c'est lui qui a choisi sa voie. Hein. Nous, on n'était pas dans voilà, tu vas faire ça. Non, non, pas du tout. Il aurait pu être boucher, on aurait été heureux. Mhm, mhm. Voilà, Oui, oui. fleuriste aussi, peu importe. Mais en tout cas, c'est la voie qu'il a choisie. Donc, on l'a accompagné jusque là, et puis on l'accompagnera aussi les années qui suivent aussi dans son parcours professionnel et scolaire, et puis dans sa vie privée aussi, quoi. Mm. Alors, ce qu'on entend aussi, c'est que votre fils, vous l'avez fait travailler aussi sur finalement l'identité de victime, de ne pas rester figé dans cette identité de victime. Tout à fait. C'est important effectivement Mhm. euh, Oui. de s'extraire de ça. Et puis j'avais aussi la chance d'être bien entourée. J'ai eu vraiment de forts collègues. Bah voilà, j'ai aussi travaillé avec Daniel qui m'a apporté énormément, Oui, mais qui merci a aussi Karine. rencontré mon fils Oui, pendant aussi ces périodes-là. Donc tout du à coup, fait, tout à qui a fait. mis en place des choses aussi pour nous. Oui, Donc c'est on vrai. n'oublie pas. Non mais c'est vrai, Mais oui, on a on travaillé n'oublie pas. effectivement. On n'oublie pas, non, non, j'ai été Voilà, effectivement parfois un relais. Voilà, j'ai fait partie des personnes que vous Mm. estimiez de confiance pour être une personne ressource. Exactement, exactement. Et on peut dire que chacune de ces personnes a sa place pour accompagner les parents et les enfants dans le harcèlement qui reste un drame avant tout, Mm. hein, familial et Ouais. qui fait des dégâts multiples et qui est d'une très très grande violence. Mm, mm, mm. Mm. Non, mais c'est vraiment important de s'extraire aussi de ce rôle-là parce que je pense que quand on s'identifie victime et qu'on le vit être victime et que dans notre quotidien, nos agresseurs disent ah ouais c'est la victime, Mhm. comment dirais-je, il y a effectivement cette forme de comment dirais-je de sensibilité en fait. Oui, C'est qu'en fait ils disent ouais bah les victimes elles restent victimes. À un voilà. moment donné, il faut se munir. Alors c'est pas facile ce que je dis, hein, c'est sûr.
parce que peut-être qu'il y a des victimes qui nous entendent en disant ce qu'elle dit, c'est facile de le dire. Mais je dis pas que c'est facile, c'est pas facile. Mais si effectivement vous arrivez effectivement à faire ce travail et que vous êtes force de proposition, à un moment donné, je pense que les auteurs vont avoir peur et se dire c'est bien la première fois qu'elle réagit comme ça. Peut-être qu'il y aura un écho sur l'auteur, on est d'accord. Si effectivement si vous êtes victime et à chaque fois vous répondez jamais, malheureusement vous souffrez, vous prenez des coups, et à un moment donné, en fait vous faites face. Voilà. Donc peut-être que effectivement l'auteur il va prendre peur, il dit mais qu'est-ce qui se passe? Elle répond. Voilà, peut-être aussi. Hein. Oui, alors, oui. y a des fois où ça marche, des fois ça marche pas. Mais, tout à fait. Vous nous dites effectivement dépasser le statut de victime et de passivité et aussi d'impuissance. Voilà. Exactement. Qui détruit les enfants et les parents. Tout à fait, ouais. D'accord. Et moi, je dis que effectivement, le dialogue c'est important. Moi, je dirais vraiment aux victimes des harcèlements, que ce soit sexuels, scolaires ou autres, ou discriminatoires, peu importe. Ne restez pas dans votre peine. Effectivement, si vous n'arrivez pas à construire un dialogue, trouvez une personne écoute. On est d'accord dans votre entourage et même parfois une personne étrangère à votre entourage. Oui. Généralement, c'est toujours plus facile de se confier à une personne qui ne fait pas partie de votre entourage que de votre entourage. D'accord? Oui. Et ne soyez pas effectivement dans cette peur, dans cette crainte. Vous êtes plus fort, vous êtes des belles personnes. La différence est enrichissante dans ce monde. D'autres personnes ne la comprennent pas, mais vous êtes intéressant, vous êtes beau et belle. Alors ça, c'est un message fort que vous nous dites aussi pour ne pas tomber non plus dans la haine de l'autre. Exactement. Qui serait effectivement catastrophique, c'est-à-dire que là, la boucle serait bouclée et on retomberait dans l'impuissance. Alors, on arrive à la fin de cette émouvante interview. Karine, s'il y avait 3 mots à dire aux parents pour les aider, qui nous écoutent sur Radio Rivage, que diriez-vous? Radio Rivage. Qu'est-ce que je dirais? Donc, en fait, je dirais que il faut pas rester seul. Entourez-vous. Comment dirais-je? Frappez à toutes les portes. Comment dirais-je? Soyez vigilants et bienveillants avec votre enfant. C'est important de trouver effectivement des leviers. Voilà. Saisissez aussi au-delà effectivement du système scolaire votre mère. De façon à ce que lui aussi s'il peut mettre en place des choses au niveau de votre ville et votre commune, c'est important. Après, je dirais aussi aux parents, je trouve ça tellement à ce jour que le gouvernement ne se limite pas des choses et qu'il faut toujours attendre qu'il y ait un drame pour relancer le débat. Le débat existe depuis des années. Depuis des années, ce débat existe et pareil, le système scolaire ne fait rien. Et justement, il faut changer les choses. Changer les choses. Dépasser les blocages. Alors, il est vrai que l'environnement est aussi compliqué, qu'il est mouvant, que le harcèlement aussi s'inscrit dans un environnement qui est complexe également pour les enfants, et la communication en est un, que peut-être une des solutions serait de revenir aux sources de la relation à l'autre. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Alors, merci beaucoup, Karine, de nous avoir accordé cette interview. Merci à vous de m'avoir écouté. Merci aux auditeurs. Oui, une interview qui était très attendue par nos auditeurs, les parents notamment, mais pas seulement, le corps enseignant et aussi beaucoup de professionnels d'insertion et aussi du secteur médical. Je remercie Marie-Noël, Anne-Sophie et Antoine qui m'ont aidé à préparer cette émission. Je remercie Bertrand qui s'occupe du son, du montage, de la technique et qui m'assiste à chacune de mes émissions. Je remercie les auditeurs pour leurs nombreux mails concernant les interviews diffusées toute cette semaine concernant le harcèlement. Nous allons continuer d'explorer cette thématique en termes d'analyse, de réflexion, mais aussi de force de proposition, comme les Karine. Avec la situation de son fils, nous chercherons encore à trouver des moyens de communiquer, des outils aux parents. Voilà, je vous dis à bientôt, chers auditeurs, sur Radio Rivage pour mon émission Au fil du lien.
C'était Au fil du lien, une émission animée par Daniel sur Radio Rivage. Pour une femme, si elle subit du harcèlement sexuel, être dans l'autodéfense, ça lui apporte des outils. D'accord. Donc, je pense que c'est très important Oui, aussi. donc des outils supplémentaires pour permettre aussi la gestion de ses émotions et la Exactement. maîtrise aussi de la situation, hein, Exactement. dans un rapport de force qui est toujours le harcèlement, un rapport de force. Alors, parlons du présent. Donc, vous nous avez parlé, Karine, voilà, hein, voilà, du harcèlement de Hugo. Donc, aujourd'hui, il est en classe préparatoire. Tout à fait, ouais. Hugo, du coup, après les 2 ans, il n'a plus été confronté au harcèlement, donc forcément, il grandissait, il savait se positionner. Et puis après, voilà, il a eu des amis, donc voilà, il s'est aussi affiné au niveau de son poids, donc voilà. Donc je pense que, et puis même, il a dû faire un travail aussi personnel, puisque voilà, il était dans l'autodérision, etc., etc. Et puis maintenant, à ce jour, il a réussi son bac avec mention. Eh bien, Il a fait félicitations. voilà ses recherches. Et puis il est en prépa, donc c'est lui qui a choisi sa voie. Hein. Nous, on n'était pas dans voilà, tu vas faire ça. Non, non, pas du tout. Il aurait pu être boucher, on aurait été heureux. Voilà, Eh oui. fleuriste aussi, peu importe. Mais en tout cas, c'est la voie qu'il a choisie. Donc, on l'a accompagné jusque là, et puis on l'accompagnera aussi les années qui suivent aussi dans son parcours professionnel et scolaire, et puis dans sa vie privée aussi, quoi. Alors, ce qu'on entend aussi, c'est que votre fils, vous l'avez fait travailler aussi sur finalement l'identité de victime, de ne pas rester figé dans cette identité de victime. Tout à fait. C'est important effectivement de s'extraire de ça, Oui. Et puis j'avais aussi la chance d'être bien entourée. J'ai eu vraiment de forts collègues. Voilà, j'ai aussi travaillé avec Daniel, qui m'a apporté énormément, Oui, mais merci, qui a aussi Karine. rencontré mon fils Oui. pendant aussi ces périodes-là. Donc, Tout à fait, qui a mis en place des choses aussi pour nous. Oui, Donc, c'est on vrai. n'oublie pas. Non, mais c'est vrai. Mais oui, on a On travaillé n'oublie pas. effectivement. On n'oublie pas. Non, j'ai été effectivement parfois un relais. Voilà, j'ai fait partie des personnes que vous estimiez de confiance pour être une personne ressource. Exactement. Et on peut dire que chacune de ces personnes a sa place pour accompagner les parents et les enfants dans le harcèlement qui reste un drame avant tout, hein, familial et qui fait des dégâts multiples et qui est d'une très très grande violence. Non, mais c'est vraiment important de s'extraire aussi de ce rôle-là, parce que je pense que quand on s'identifie victime et qu'on le vit être victime, et que dans notre quotidien, nos agresseurs disent ah ouais, c'est la victime, comment dirais-je, il y a effectivement cette forme de, comment dirais-je, de sensibilité, en fait. Oui. C'est qu'en fait, ils disent ouais, les victimes, elles restent victimes. Voilà. À un moment donné, il faut se munir. Alors, c'est pas facile ce que je dis, hein, c'est sûr, parce que peut-être qu'il y a des victimes qui nous entendent en disant ce qu'elle dit, c'est facile de le dire. Mais je dis pas que c'est facile. C'est pas facile. Mais si effectivement vous arrivez effectivement à faire ce travail et que vous êtes force de proposition, à un moment donné, je pense que les auteurs vont avoir peur et se dire ah, c'est bien la première fois qu'elle réagit comme ça. Peut-être qu'il y aura un écho sur l'auteur, on est d'accord. Si effectivement, si vous êtes victime et à chaque fois vous répondez jamais, malheureusement, vous souffrez, vous prenez des coups, et à un moment donné, en fait, vous faites face. Voilà. Donc peut-être que effectivement l'auteur, il va prendre peur, on dit mais qu'est-ce qui se passe? Elle répond. Voilà, peut-être aussi, hein. Oui, Alors, oui. il y a des fois où ça marche, des fois où ça marche pas, mais tout à fait. Vous nous dites effectivement dépasser le statut de victime et de passivité et aussi d'impuissance. Voilà. Exactement. Qui détruit les enfants et les parents. Tout à fait, ouais. D'accord. Et moi, je dis que effectivement, le dialogue, c'est important. Oui. Moi, je dirais vraiment aux victimes des harcèlements, que ce soit sexuels, scolaires ou autres, ou discriminatoires, peu importe, ne restez pas dans votre peine. Effectivement, si vous n'arrivez pas à construire un dialogue, trouvez une personne écoute
on est d'accord dans votre entourage, et même parfois une personne étrangère à votre entourage, Oui. généralement, c'est toujours plus facile Oui. de se confier à une personne qui ne fait pas partie de votre entourage que de votre entourage. D'accord? Oui. Et ne soyez pas effectivement dans cette peur, dans cette crainte. Vous êtes plus forts, vous êtes des belles personnes. La différence est enrichissante dans ce monde. D'autres personnes ne la comprennent pas, mais vous êtes intéressants, vous êtes beaux et belles. Alors ça, c'est un message fort que vous nous dites aussi pour ne pas tomber non plus dans la Oui. haine de l'autre. Exactement. Qui serait effectivement catastrophique, hein, c'est-à-dire que là, la boucle serait bouclée et on retomberait dans l'impuissance. Alors, on va, voilà, on arrive à la fin de cette émouvante interview. Karine, s'il y avait 3 mots à dire aux parents pour les aider, qui nous écoutent sur Radio Rivage, que diriez-vous? Radio Rivage. Qu'est-ce que je dirais? Donc, en fait, je dirais que il faut pas rester seul. Entourez-vous. Comment dirais-je? Frappez à toutes les portes. Comment dirais-je? Soyez vigilants et bienveillants avec votre enfant. C'est important de trouver effectivement des leviers. Voilà. Saisissez aussi au-delà effectivement du système scolaire votre mère. Voilà. De façon à ce que lui aussi, s'il peut mettre en place des choses au niveau de votre ville et votre commune, voilà, c'est important. Après, je dirais aussi aux parents, je trouve ça tellement à ce jour que le gouvernement ne se munisse pas des choses et qu'il faut toujours attendre qu'il y ait un drame pour relancer le débat. Le débat existe depuis des années. Depuis des années, ce débat existe et pareil, le système scolaire ne fait rien. Et justement, il faut changer les choses. Changer les choses. Dépasser les blocages. Alors, il est vrai que l'environnement est aussi compliqué, qu'il est mouvant, que le harcèlement aussi s'inscrit dans un environnement qui est complexe également pour les enfants, et la communication en est un, que peut-être une des solutions serait de revenir aux sources de la relation à l'autre. Tout à fait. Oui. Tout à fait. D'accord. Alors, merci beaucoup, Karine, de nous avoir accordé cette interview. Ben, merci à vous de m'avoir écouté. Merci aux auditeurs. Oui, une interview qui était très attendue par nos auditeurs, les parents notamment, mais pas seulement, le corps enseignant et aussi beaucoup de professionnels d'insertion et aussi du secteur médical. Je remercie Marie-Noël, Anne-Sophie et Antoine qui m'ont aidé à préparer cette émission. Je remercie Bertrand qui s'occupe du son, du montage, de la technique et qui m'assiste à chacune de mes émissions. Je remercie les auditeurs pour leurs nombreux mails concernant les interviews diffusées toute cette semaine concernant le harcèlement. Nous allons continuer d'explorer cette thématique en termes d'analyse, de réflexion, mais aussi de force de proposition, comme l'est Karine. Avec la situation de son fils, nous chercherons encore à trouver des moyens de communiquer, des outils aux parents. Voilà, je vous dis à bientôt, chers auditeurs, sur Radio Rivage, pour mon émission Au fil du lien. C'était Au fil du lien, une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.